L'hiver 1941 arrivait, et avec lui une terreur différente, plus ancienne et implacable que n'importe quelle armée humaine. Ce n'était pas l'ennemi visible qui approchait, mais un spectre blanc et glacial, une force élémentaire qui dévorait hommes et machines sans pitié. Sur l'horizon infini de la vaste Russie, une promesse de victoire glissait entre les doigts, gelée et cassante comme la glace sous les bottes. La Wehrmacht, fierté de la nation, avait marché vers l'Est avec l'arrogance de la victoire assurée. Leurs chars, les Panzers, étaient des marteaux de guerre qui avaient écrasé la Pologne, la France, la Yougoslavie. Leurs soldats, disciplinés et implacables, étaient l'avant-garde d'une idéologie qui promettait un empire de 1000 ans. L'odeur de diesel et de poudre, autrefois synonyme d'avancée, se mêlait désormais à l'odeur métallique du sang frais sur la neige, un sombre présage de ce qui allait suivre. En juin 1941, l'opération Barbarossa s'abattit sur l'Union soviétique comme un coup de tonnerre. Des millions d'hommes, des milliers de chars, d'innombrables avions. L'avancée était foudroyante, les villes tombaient, les défenses s'effondraient, l'armée rouge semblait s'écrouler sous le poids de la Blitzkrieg. La confiance était palpable, presque arrogante. Berlin fêtait chaque nouvelle conquête, chaque kilomètre arraché à l'immensité russe. Les généraux, sur leurs cartes, voyaient la ligne de front s'étendre comme un tentacule invincible, engloutissant tout sur son passage. Les bruits de la guerre étaient une symphonie de puissance. Le rugissement des moteurs, le fracas des canons, le cri de « Heil » résonnant à travers les champs. L'optimisme était un manteau qui couvrait tout le monde, du Führer aux plus jeunes recrues. Moscou, Leningrad, Stalingrad, ce n'étaient que des noms sur la carte, les prochaines villes à conquérir avant l'arrivée de Noël. Le plan était simple, brutal, et pour eux, infaillible. Une campagne de 6 semaines tout au plus. Une victoire écrasante, un nouveau chapitre dans l'histoire d'une Allemagne triomphante. Mais le destin avait d'autres plans, plus froids et cruels que n'importe quelle stratégie militaire. Le vaste territoire, sous-estimé, commençait à se révéler. Les routes, autrefois poussiéreuses sous le soleil d'été, se transformaient en pièges de boue avec les premières pluies d'automne, avalant camions et chars. Le temps pressait. Le soleil, jadis un allié, se couchait désormais plus tôt, et avec lui venait un froid mordant, une brise qui semblait murmurer des avertissements glacés. Le paysage, qui ressemblait à un échiquier facile, était en réalité un labyrinthe mortel. L'euphorie initiale commençait à céder la place à une anxiété glaciale. Les premiers flocons de neige, fins et presque imperceptibles, annoncèrent l'arrivée du véritable ennemi, le général Hiver. Une force qui n'utilisait pas d'armes, mais la glace, la neige et la faim. Une force qui ne pouvait être ni bombardée ni contournée. Une force qui transformerait la Blitzkrieg en un cauchemar blanc, un piège mortel dont peu sortiraient indemnes. Pour comprendre la profondeur de cet enfer, nous devons plonger dans les détails, dans les cris et dans le silence de la neige. L'avancée initiale fut spectaculaire, une démonstration de la machine de guerre la plus efficace que le monde ait jamais vue. Les chars Panzer IV, avec leurs canons de 75 mm, déchiraient les lignes soviétiques. L'infanterie, équipée des fusils Mauser K88 et des mitrailleuses MG34, avançait par vagues, soutenue par une artillerie dévastatrice. Les cieux étaient dominés par les Stuka, dont les piquets terrifiants et les sirènes stridentes annonçaient une mort imminente. L'odeur de métal chaud, de poudre et de terre retournée était le parfum de la victoire. Les soldats allemands, confiants dans leur puissance et leur doctrine de guerre, se sentaient invincibles. Ils voyaient les Soviétiques comme un ennemi inférieur, désorganisé, voué à la défaite. Les conquêtes étaient rapides, presque vertigineuses. Minsk, Smolensk, Kiev. Les drapeaux à croix gammées étaient tissés sur les villes capturées, tandis que des milliers de prisonniers de guerre soviétiques étaient parqués dans des camps improvisés, une masse affamée et désespérée. Les yeux des Allemands brillaient de la certitude du triomphe, mais l'immensité russe était une illusion d'optique. Chaque kilomètre conquis étirait les lignes de ravitaillement jusqu'à leurs limites. Chaque victoire était un pas de plus dans un territoire qui semblait sans fin. Le soleil d'été commença à décliner, les nuits s'allongèrent et l'air devint plus mordant. Ce qui devait être un enfer pour les Soviétiques devenait peu à peu un cauchemar pour les envahisseurs. Le premier revers de fortune ne vint pas d'une contre-attaque massive, mais de l'environnement lui-même. Les pluies d'automne transformèrent les routes en rivières de boue épaisse. Les véhicules, autrefois agiles, s'embourbaient. Les chevaux, essentiels au transport, s'épuisaient.
Le son du moteur d'un char luttant contre la boue était une lamentation, non un rugissement de puissance. L'odeur de boue et de sueur remplaçait celle de la poudre, un parfum de frustration et de retard. La progression ralentit jusqu'à devenir une reptation agonisante. Les provisions, déjà rares, arrivaient encore plus tard ou n'arrivaient pas du tout. Le moral commençait à se fissurer. L'enfer promis aux ennemis se manifestait maintenant pour les Allemands eux-mêmes. Le climat hostile était un ennemi invisible, implacable, qui rongeait la confiance et l'espoir. Chaque jour, le sol devenait plus froid, la boue plus épaisse. Et puis, sans préavis, la neige arriva. Non pas des flocons isolés, mais une tempête furieuse qui couvrit le paysage d'un manteau blanc et impitoyable. Le tournant était arrivé, et la guerre, pour les Allemands, ne serait plus jamais la même. Cette transition de la boue à la glace est le véritable début de la défaite. Si vous appréciez cette analyse détaillée de la façon dont l'environnement a détruit la Blitzkrieg, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. C'est une seconde pour vous, mais cela aide énormément notre chaîne à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Mais la boue n'était rien comparé à ce qui allait suivre. La neige arriva, non pas comme un voile délicat, mais comme un poing glacial, écrasant l'échine de la Wehrmacht. Le général Hiver s'abattit sur la steppe russe, transformant le champ de bataille en un enfer blanc, un purgatoire de glace et de désespoir. Les températures chutèrent à -20, -30, -40 degrés. L'air coupait la peau, gelait les narines, brûlait les poumons à chaque respiration. Pour les soldats allemands, non préparés à une telle brutalité, le froid était un ennemi plus mortel que n'importe quelle balle. Leurs uniformes d'été offraient peu de protection. Les bottes durcissaient, les pieds gelaient, se transformant en blocs de glace insensibles avant de se gangrener. L'odeur de chair pourrie et d'infection se mêlait à l'air glacial, une odeur de mort lente et inévitable. Des centaines, des milliers, succombaient à l'hypothermie, leur corps raide et bleu, témoin silencieux de la fureur de la nature. L'avancée s'arrêta. Les chars, autrefois fierté de la Blitzkrieg, devinrent des monuments de métal inerte, leurs moteurs gelés, leurs huiles solidifiées. Les fusils Mauser K88 et les mitrailleuses MG34 s'enrayaient, leurs mécanismes bloqués par le gel. Le son caractéristique du clic d'une culasse verrouillée était la nouvelle symphonie du champ de bataille, un son d'impuissance. Les chevaux, épuisés et affamés, tombaient un par un, leur corps servant de nourriture improvisée ou de barricades gelées. C'est le moment précis où la machine de guerre la plus puissante de la planète a été brisée, non par une armée, mais par la glace. Si vous êtes, comme nous, fasciné par ce niveau de détail sensoriel et que vous voulez comprendre en profondeur la réalité brutale du front de l'Est, prenez une seconde et cliquez sur « S'abonner ». Cette chaîne est faite pour vous et votre abonnement est vital pour que nous puissions continuer ce travail. Le cœur du conflit changea de tactique. Il ne s'agissait plus d'avancer, mais de survivre. Les batailles n'étaient plus seulement menées contre l'ennemi, mais contre l'environnement lui-même. Les combats au corps à corps devinrent plus fréquents, désespérés, brutaux. Des soldats armés de baïonnettes et de pelles, poussés par l'adrénaline et le désespoir, s'affrontaient au milieu du blizzard, leurs cris étouffés par le vent hurlant. Le sang, chaud un instant, gelait presque immédiatement sur la neige, formant des taches rouges et sombres, un contraste choquant avec la blancheur immaculée. De l'autre côté, les Soviétiques, habitués au froid avec leurs uniformes matelassés et leur connaissance du terrain, virent l'opportunité. L'armée rouge, autrefois en retraite, contre-attaquait maintenant avec une férocité renouvelée. Le son de leurs skis glissant silencieusement sur la neige, suivi de la détonation des fusils Mosin-Nagant, était un présage de mort pour les sentinelles allemandes gelées. Des embuscades étaient tendues dans les forêts denses, les villages isolés, profitant de l'aveuglement du blizzard et de la confusion des envahisseurs. La faim était une autre facette de l'horreur. Les lignes de ravitaillement déjà étirées furent rompues par la neige. La ration de pain congelé et de viande en conserve, quand elle arrivait, était insuffisante. L'odeur de pain moisi et l'envie de manger n'importe quoi dominaient les pensées. Des soldats affamés, les yeux creux et le visage pâle, voyant leurs camarades mourir non pas de balles, mais d'épuisement et d'inanition. Le moral s'effondrait, remplacé par un désespoir profond, un vide dans l'âme aussi glacial que l'air. Les civils, pris entre deux feux, souffraient le double.
Des villages étaient détruits, des maisons incendiées pour réchauffer les envahisseurs, laissant des familles entières sans abri dans le froid mortel. Les pleurs des enfants, le désespoir des mères, les cris de douleur résonnèrent dans les ruines, se mêlant au son lointain des explosions et des tirs. La destruction rurale était totale, des champs fertiles transformés en déserts de neige, ponctués de squelettes d'arbres et de maisons brûlées. L'impact psychologique était dévastateur. La confiance, l'arrogance initiale avaient cédé la place à la peur, à la paranoïa. Chaque ombre sur la neige, chaque hurlement du vent, semblait cacher un ennemi. Le froid ne rongeait pas seulement le corps, mais aussi l'esprit, menant à la folie, à la désertion. Beaucoup préféraient la mort rapide d'une balle à l'agonie lente de la congélation. L'hiver russe n'était pas seulement une bataille, c'était une épreuve existentielle, un test de résistance humaine que peu étaient préparés à affronter. Le paysage, autrefois un échiquier pour la victoire, s'était transformé en un vaste cimetière blanc, où le silence de la neige n'était rompu que par le crissement des bottes sur la glace et les gémissements des mourants. La neige arriva, non pas comme un voile délicat, mais comme un poing glacial écrasant l'échine de la Wehrmacht. Le général hiver s'abattit sur la steppe russe, transformant le champ de bataille en un enfer blanc, un purgatoire de glace et de désespoir. Les températures chutèrent à -20, -30, -40 degrés. L'air coupait la peau, gelait les narines, brûlait les poumons à chaque respiration. Pour les soldats allemands, non préparés à une telle brutalité, le froid était un ennemi plus mortel que n'importe quelle balle. Leurs uniformes d'été offraient peu de protection. Les bottes durcissaient, les pieds gelaient, se transformant en blocs de glace insensibles avant de se gangrener. L'odeur de chair pourrie et d'infection se mêlait à l'air glacial, une odeur de mort lente et inévitable. Des centaines, des milliers, succombaient à l'hypothermie, leur corps raide et bleu, témoin silencieux de la fureur de la nature. L'avancée s'arrêta. Les chars, autrefois fierté de la Blitzkrieg, devinrent des monuments de métal inerte, leurs moteurs gelés, leurs huiles solidifiées. Les fusils Mauser K88 et les mitrailleuses MG34 s'enrayaient, leurs mécanismes bloqués par le gel. Le son caractéristique du clic d'une culasse verrouillée était la nouvelle symphonie du champ de bataille, un son d'impuissance. Les chevaux, épuisés et affamés, tombaient un par un, leur corps servant de nourriture improvisée ou de barricade gelée. Le cœur du conflit changea de tactique. Il ne s'agissait plus d'avancer, mais de survivre. Les batailles n'étaient plus seulement menées contre l'ennemi, mais contre l'environnement lui-même. Les combats au corps à corps devinrent plus fréquents, désespérés, brutaux. Des soldats armés de baïonnettes et de pelles, poussés par l'adrénaline et le désespoir, s'affrontaient au milieu du blizzard, leurs cris étouffés par le vent hurlant. Le sang, chaud un instant, gelait presque immédiatement sur la neige, formant des taches rouges et sombres, un contraste choquant avec la blancheur immaculée. De l'autre côté, les Soviétiques, habitués au froid avec leurs uniformes matelassés et leur connaissance du terrain, virent l'opportunité. L'armée rouge, autrefois en retraite, contre-attaquait maintenant avec une férocité renouvelée. Le son de leurs skis glissant silencieusement sur la neige, suivi de la détonation des fusils Mosin-Nagant, était un présage de mort pour les sentinelles allemandes gelées. Des embuscades étaient tendues dans les forêts denses, les villages isolés, profitant de l'aveuglement du blizzard et de la confusion des envahisseurs. La faim était une autre facette de l'horreur. Les lignes de ravitaillement déjà étirées furent rompues par la neige. La ration de pain congelé et de viande en conserve, quand elle arrivait, était insuffisante. L'odeur de pain moisi et l'envie de manger n'importe quoi dominaient les pensées. Des soldats affamés, les yeux creux et le visage pâle, voyant leurs camarades mourir non pas de balles, mais d'épuisement et d'inanition. Le moral s'effondrait, remplacé par un désespoir profond, un vide dans l'âme aussi glacial que l'air. Les civils, pris entre deux feux, souffrèrent le double. Des villages étaient détruits, des maisons incendiées pour réchauffer les envahisseurs, laissant des familles entières sans abri dans le froid mortel. Les pleurs des enfants, le désespoir des mères, les cris de douleur résonnèrent dans les ruines, se mêlant au son lointain des explosions et des tirs. La destruction rurale était totale, des champs fertiles transformés en déserts de neige, ponctués de squelettes d'arbres et de maisons brûlées. L'impact psychologique était dévastateur. La confiance, l'arrogance initiale avaient cédé la place à la peur, à la paranoïa. Chaque ombre sur la neige, chaque hurlement du vent, semblait cacher un ennemi.
Le froid ne rongeait pas seulement le corps, mais aussi l'esprit, menant à la folie, à la désertion. Beaucoup préféraient la mort rapide d'une balle à l'agonie lente de la congélation. L'hiver russe n'était pas seulement une bataille, c'était une épreuve existentielle, un test de résistance humaine que peu étaient préparés à affronter. Le paysage, autrefois un échiquier pour la victoire, s'était transformé en un vaste cimetière blanc, où le silence de la neige n'était rompu que par le crissement des bottes sur la glace et les gémissements des mourants. Chaque jour qui passait, l'étau se resserrait. Pas un encerclement de troupes ennemies en un seul point, mais un siège invisible vaste qui avalait des divisions entières. Les routes, autrefois voies de progression, étaient désormais des pièges mortels. Chaque retraite était un calvaire, chaque kilomètre une agonie. Les kessels, les chaudrons de troupes allemandes encerclées, devenaient de plus en plus courants, des îlots de désespoir dans un océan de glace. Là, le son des tirs isolés était une constante, ponctuant le lourd silence du blizzard, indiquant des exécutions sommaires ou des actes de désespoir final. La pénurie de ravitaillement atteignit des niveaux insupportables. Munitions, carburant, nourriture, médicaments, tout était un mirage. Les avions de la Luftwaffe tentaient désespérément de larguer des paquets de provisions, mais beaucoup tombaient en territoire ennemi ou disparaissaient simplement dans l'immensité blanche. L'odeur de la faim était presque palpable, se mêlant à celle de la mort. Des rumeurs chuchotées de cannibalisme, bien que jamais totalement confirmées à grande échelle, circulaient, rongeant le moral et l'humanité restante. Le désespoir poussait à des actes inimaginables, à une lutte primitive pour la survie qui transcendait toute idéologie. Les villages russes, autrefois considérés comme des points de repos ou de pillage, se transformèrent en forteresses disputées avec acharnement. Les quelques civils restants, souvent des femmes, des enfants et des vieillards, étaient pris entre les forces combattantes. Leurs maisons, leur vie, étaient écrasées sous les bottes d'armée en déroute. L'horreur n'avait pas de drapeau. La résistance désespérée des Allemands dans des poches isolées était une bataille perdue, mais que les hommes menaient avec la fureur de celui qui n'a plus rien à perdre. L'effondrement moral et physique était évident sur les visages épuisés, dans les yeux vides d'espoir. La discipline, autrefois pilier de la Wehrmacht, se désintégrait sous le froid, la faim et la terreur constante. Le piège était tendu, et la glace était son bourreau. Chaque jour qui passait, l'étau se resserrait. Pas un encerclement de troupes ennemies en un seul point, mais un siège invisible, vaste, qui avalait des divisions entières. Les routes, autrefois voies de progression, étaient désormais des pièges mortels. Chaque retraite était un calvaire, chaque kilomètre une agonie. Les kessels, les chaudrons de troupes allemandes encerclées, devenaient de plus en plus courants, des îlots de désespoir dans un océan de glace. Là, le son des tirs isolés était une constante, ponctuant le lourd silence du blizzard, indiquant des exécutions sommaires ou des actes de désespoir final. La pénurie de ravitaillement atteignit des niveaux insupportables. Munitions, carburant, nourriture, médicaments, tout était un mirage. Les avions de la Luftwaffe tentaient désespérément de larguer des paquets de provisions, mais beaucoup tombaient en territoire ennemi ou disparaissaient simplement dans l'immensité blanche. L'odeur de la faim était presque palpable, se mêlant à celle de la mort. Des rumeurs chuchotées de cannibalisme, bien que jamais totalement confirmées à grande échelle, circulaient, rongeant le moral et l'humanité restante. Le désespoir poussait à des actes inimaginables, à une lutte primitive pour la survie qui transcendait toute idéologie. Les villages russes, autrefois considérés comme des points de repos ou de pillage, se transformèrent en forteresses disputées avec acharnement. Les quelques civils restants, souvent des femmes, des enfants et des vieillards, étaient pris entre les forces combattantes. Leurs maisons, leur vie, étaient écrasées sous les bottes d'armée en déroute. L'horreur n'avait pas de drapeau. La résistance désespérée des Allemands dans des poches isolées était une bataille perdue, mais que les hommes menaient avec la fureur de celui qui n'a plus rien à perdre. L'effondrement moral et physique était évident sur les visages épuisés, dans les yeux vides d'espoir. La discipline, autrefois pilier de la Wehrmacht, se désintégrait sous le froid, la faim et la terreur constante. Le piège était tendu et la glace était son bourreau. L'isolement était un poison lent. Des régiments entiers perdèrent le contact avec leur commandement, opérant dans le vide, chacun pour soi. La radio, quand elle fonctionnait, n'apportait que des ordres contradictoires,
ou des nouvelles de pertes supplémentaires. Le son du vent hurlant dans les fils télégraphiques coupés était un rappel constant de la solitude, de l'absence d'aide. Le paysage, un désert blanc et silencieux, amplifiait le sentiment d'abandon, transformant chaque soldat en une particule insignifiante, perdue dans l'immensité glacée. La résistance soviétique, désormais, était implacable. Des groupes de partisans, des civils armés, des skieurs de l'armée rouge surgissaient de nulle part, comme des fantômes dans le blizzard. Ils attaquaient les convois, les avant-postes, les hôpitaux de campagne. Le son des tirs de fusils et des grenades était une terreur nocturne, un avertissement qu'il n'y avait aucun endroit sûr. Les atrocités commises des deux côtés étaient la face la plus sombre de la guerre. Exécutions sommaires de prisonniers, représailles brutales contre les villages suspectés de soutenir les partisans. L'odeur de fumée des villages incendiés se mêlait à l'odeur de mort, un témoignage de la barbarie qui s'était installée. Pour les civils, la vie était une roulette russe. Des familles entières tentaient de fuir l'avancée et le recul, traînant leurs maigres biens sur des traîneaux improvisés, leurs enfants emmitouflés dans des haillons. Des réfugiés gelés, affamés, aux yeux hagards, erraient sur les routes, témoins silencieux de la destruction. Beaucoup périssaient en chemin, leurs corps s'ajoutant au paysage d'horreur. Femmes, vieillards, enfants, tous étaient victimes de l'enfer blanc, de la cruauté humaine et de l'indifférence de la nature. L'effondrement moral atteignit un point critique. Les officiers tentaient de maintenir l'ordre par des punitions sévères, mais le désespoir était plus fort que la discipline. Des déserteurs gelés et affamés étaient retrouvés dans les forêts ou tentaient de se rendre aux soviétiques, cherchant n'importe quel soulagement à leur agonie. La fraternité d'armes, autrefois inébranlable, cédait la place à l'égoïsme brutal de la survie. Les hommes se volaient les uns les autres, se battaient pour un morceau de pain, pour une place plus chaude près d'un feu mourant. Le son des toux, des sanglots et des gémissements était constant, une bande-son de la désintégration. La Wehrmacht, autrefois une machine de guerre huilée, se transformait en une masse d'hommes épuisés, malades, affamés, pris au piège qui se refermait à chaque flocon de neige. L'hiver 1941-1942 atteignit son apogée de cruauté. Ce qui avait commencé comme un siège invisible, un piège glacial, se manifestait maintenant dans un paroxysme d'horreur et de désespoir. Les troupes allemandes, déjà décimées par le froid et la faim, affrontèrent la fureur renouvelée de l'armée rouge, qui, poussée par la défense de sa patrie et la haine de l'envahisseur, lançait des contre-attaques implacables sur tout le front. Le son des katyushas, les orgues de Staline, était une mélodie infernale, leurs salves de roquettes déchirant l'air gelé, semant la mort et la panique. Il n'y avait plus d'avancée. L'ordre, désormais, était de survivre. Mais le Führer, à Berlin, loin de la réalité brutale de la steppe gelée, insistait sur une politique de ne pas reculer d'un pas, une décision qui allait sceller le destin de centaines de milliers d'hommes. Les généraux sur le champ de bataille, confrontés à l'annihilation totale de leurs unités, faisaient face à un dilemme impossible, obéir à des ordres suicidaires ou sauver leurs hommes par une retraite non autorisée, au risque de la cour martiale et de l'exécution. Le poids de ces choix écrasait l'âme, plus lourd que n'importe quelle neige. Les tentatives de fuite des Kessels étaient le comble du désespoir. Des divisions entières, encerclées et isolées, tentèrent de percer les lignes soviétiques, transformant la retraite en un combat brutal et chaotique. Des hommes épuisés avec leurs dernières bribes de force avançaient dans la neige profonde, sous le feu de l'artillerie et les rafales de mitrailleuses. Le son des bottes traînant dans la neige, la respiration haletante, le grincement des dents gelées, tout se mêlait au fracas de la bataille. À chaque pas, la promesse de la liberté ou la certitude de la mort. Les contre-attaques soviétiques étaient une vague incessante, nourrie par le froid et la connaissance du terrain. Des soldats sibériens, habitués aux températures extrêmes, avec leurs uniformes d'hiver et leurs skis, surgissaient comme des apparitions blanches, attaquant les flancs et les arrières. L'odeur de poudre brûlée se mêlait à celle de la neige fondue, à la sueur et au sang frais. Le combat au corps à corps était la règle, non l'exception. Baïonnettes et crosses de fusil étaient utilisées avec une férocité primitive. Au cri de « Hurrah !», des Soviétiques répondaient les hurlements de douleur et de désespoir des Allemands. Le coût humain était inimaginable. Des milliers mouraient chaque jour, pas seulement de balles ou d'éclats d'obus, mais de gelures, de gangrène, d'épuisement.
Les hôpitaux de campagne, quand ils existaient, étaient des enfers de douleurs et d'infections avec des amputations réalisées sans anesthésie au milieu du froid mordant. L'odeur d'éther, de sang et de chair pourrie était nauséabonde, un rappel constant de la fragilité de la vie. Les corps s'accumulaient dans les fossés, au bord des routes, en piles gelées, un témoignage silencieux de la catastrophe. Pour beaucoup, la reddition semblait la seule issue, mais la perspective de devenir prisonnier de guerre soviétique était presque aussi terrifiante que la mort sur le champ de bataille. Les histoires d'atrocités et les conditions inhumaines des goulags étaient murmurées entre les hommes, alimentant le désespoir. Néanmoins, dans certaines poches, lorsque les munitions venaient à manquer, lorsque l'espoir s'évanouissait, le silence de la reddition était la seule option. Les mains levées, les fusils jetés dans la neige. Le son du métal tombant était la fin d'une ère, la fin d'une illusion. La retraite, lorsqu'elle fut finalement autorisée sur certains fronts, se transforma en une débâcle épique. Ce n'était pas un repli stratégique, mais une fuite chaotique devant le général Hiver et l'avancée soviétique. Véhicules abandonnés, armes jetées, blessés laissés derrière. La vue de centaines de milliers d'hommes marchant vers l'ouest, le visage marqué par la faim et le froid, était l'image de la défaite. L'odeur du désespoir et de la capitulation flottait sur la steppe. L'arrogance initiale s'était transformée en une humiliation profonde. L'invincible Wehrmacht se disloquait, non pas à cause d'une seule bataille, mais d'une combinaison mortelle de sous-estimation, d'ordres aveugles et de la fureur implacable de la nature. Le son des pas dans la neige, autrefois ferme et déterminé, n'était plus qu'un traînement hésitant, une complainte d'épuisement. Chaque flocon de neige était un rappel de l'erreur colossale, du prix payé pour une ambition démesurée. La retraite n'était pas seulement physique, c'était une retraite de la raison, de l'espoir, de l'humanité. L'hiver russe ne pardonnait pas, et la machine de guerre allemande apprenait sa leçon la plus amère, écrite avec du sang dans la neige. Quand le printemps arriva enfin, faisant fondre la glace et révélant le paysage dévasté, ce qui restait de la Wehrmacht n'était plus la force invincible d'antan. Les rares survivants de cet enfer blanc en émergèrent traumatisés et brisés, leurs âmes aussi gelées que les champs qu'ils avaient traversés. Le son du vent, autrefois une complainte, ressemblait maintenant à un chœur de fantômes, faisant écho aux voix des camarades perdus. L'odeur de décomposition que la neige avait masquée montait de la terre, une odeur poignante de mort à grande échelle. Soldats blessés, beaucoup amputés à cause des gelures, affrontaient une réalité brutale. Le contraste entre l'orgueil initial et la désolation présente était un coup encore plus dur. Le froid n'avait pas seulement volé des parties de leur corps, mais aussi la raison de beaucoup. Les yeux creux, le tremblement constant, les cauchemars vifs qui les entraient pendant des décennies, c'étaient les cicatrices invisibles, plus profondes que n'importe quelle blessure physique. La vue des camarades morts, des atrocités, de la propre inhumanité, avait gravé des marques indélébiles dans leurs esprits. Pour les prisonniers de guerre, le calvaire ne faisait que commencer. Des milliers, capturés épuisés et affamés, furent envoyés dans les goulags soviétiques, des camps de travail forcés où le froid et la faim continuaient d'être les bourreaux. Des années de captivité, de travail épuisant, d'humiliation, les attendaient. Beaucoup ne reviendraient jamais, succombant à la maladie, à l'épuisement ou à la brutalité. Le son de la pioche contre la glace, le grincement des chaînes, le silence du désespoir, telle était la nouvelle symphonie de leur vie. Les villes en ruine, les villages brûlés, les fermes détruites, la traînée de désolation était immense. Il faudrait des décennies à la Russie pour se relever, pour que les cicatrices sur la terre guérissent. Le traumatisme psychologique entrait des générations, façonnant la mémoire collective d'un peuple qui avait subi des pertes incalculables. Les femmes qui avaient perdu mari et fils, les enfants qui avaient grandi au milieu de la destruction, tous portaient le fardeau de la guerre. L'odeur de fumée et de décombres persisterait longtemps, un rappel amer de ce que le conflit avait coûté. La leçon était claire, écrite avec le sang de millions de personnes dans la neige russe. L'arrogance militaire et la sous-estimation de l'ennemi, ajoutées aux conditions climatiques extrêmes, avaient en coûté la vie à des millions de gens et inversé le cours de la guerre. La mystique de l'invincibilité de la Wehrmacht fut brisée dans la steppe gelée. Le mythe de la Blitzkrieg, de la guerre éclair, fut défait par le général Hiver et la résilience soviétique. Le rugissement des chars Panzer avait été étouffé par le hurlement du vent et le silence de la mort.
Mais l'héritage de la retraite allemande de Russie n'est pas seulement fait d'horreur et de destruction, il est aussi fait de résilience et de sacrifice. La capacité humaine à endurer l'insupportable, à lutter contre toute attente, à trouver l'espoir dans le désespoir le plus profond. Les mémoriaux érigés sur les champs de bataille, les livres qui racontent des histoires, les films qui tentent de recréer la terreur et le courage, et les récits oraux transmis de génération en génération, tout cela maintient vivante la mémoire de ceux qui ont péri et de ceux qui ont survécu. Les cicatrices demeurent sur la terre et dans l'âme du peuple, un rappel éternel de ce qui a été perdu et de ce qui a été appris. L'hiver russe, autrefois allié des défenseurs, est devenu un symbole de la futilité de l'ambition démesurée, de la fragilité du pouvoir humain face à la nature et de la volonté inébranlable d'un peuple de défendre son foyer. Le paysage, qui fut un jour un cimetière, est maintenant un monument silencieux à la douleur et à la persévérance. Quand le printemps arriva enfin, faisant fondre la glace et révélant le paysage dévasté, ce qui restait de la Wehrmacht n'était plus la force invincible d'antan. Les rares survivants de cet enfer blanc en émergèrent traumatisés et brisés, leurs âmes aussi gelées que les champs qu'ils avaient traversés. Le son du vent, autrefois une complainte, ressemblait maintenant à un chœur de fantômes, faisant écho aux voix des camarades perdus. L'odeur de décomposition que la neige avait masquée montait de la terre, une odeur poignante de mort à grande échelle. Soldats blessés, beaucoup amputés à cause des gelures, affrontaient une réalité brutale. Le contraste entre l'orgueil initial et la désolation présente était un coup encore plus dur. Le froid n'avait pas seulement volé des parties de leur corps, mais aussi la raison de beaucoup. Les yeux creux, le tremblement constant, les cauchemars vifs qui les entrèrent pendant des décennies, c'étaient les cicatrices invisibles, plus profondes que n'importe quelle blessure physique. La vue des camarades morts, des atrocités, de la propre inhumanité, avait gravé des marques indélébiles dans leurs esprits. Pour les prisonniers de guerre, le calvaire ne faisait que commencer. Des milliers capturés épuisés et affamés furent envoyés dans les goulags soviétiques, des camps de travail forcés où le froid et la faim continuaient d'être les bourreaux. Des années de captivité, de travail épuisant, d'humiliation les attendaient. Beaucoup ne reviendraient jamais, succombant à la maladie, à l'épuisement ou à la brutalité. Le son de la pioche contre la glace, le grincement des chaînes, le silence du désespoir, telle était la nouvelle symphonie de leur vie. Les villes en ruine, les villages brûlés, les fermes détruites, la traînée de désolation était immense. Il faudrait des décennies à la Russie pour se relever, pour que les cicatrices sur la terre guérissent. Le traumatisme psychologique hanterait des générations, façonnant la mémoire collective d'un peuple qui avait subi des pertes incalculables, les femmes qui avaient perdu mari et fils, les enfants qui avaient grandi au milieu de la destruction, tous portaient le fardeau de la guerre. L'odeur de fumée et de décombres persisterait longtemps, un rappel amer de ce que le conflit avait coûté. La leçon était claire, écrite avec le sang de millions de personnes dans la neige russe. L'arrogance militaire et la sous-estimation de l'ennemi, ajoutées aux conditions climatiques extrêmes, avaient coûté la vie à des millions de gens et inversé le cours de la guerre. La mystique de l'invincibilité de la Wehrmacht fut brisée dans la steppe gelée. Le mythe de la Blitzkrieg, de la guerre éclair, fut défait par le général Hiver et la résilience soviétique. Le rugissement des chars Panzer avait été étouffé par le hurlement du vent et le silence de la mort. Mais l'héritage de la retraite allemande de Russie n'est pas seulement fait d'horreur et de destruction. Il est aussi fait de résilience et de sacrifice. La capacité humaine à endurer l'insupportable, à lutter contre toute attente, à trouver l'espoir dans le désespoir le plus profond. Les mémoriaux érigés sur les champs de bataille, les livres qui racontent les histoires, les films qui tentent de recréer la terreur et le courage, et les récits oraux transmis de génération en génération, tout cela maintient vivante la mémoire de ceux qui ont péri et de ceux qui ont survécu. Les cicatrices demeurent sur la terre et dans l'âme du peuple, un rappel éternel de ce qui a été perdu et de ce qui a été appris. L'hiver russe, autrefois allié des défenseurs, est devenu un symbole de la futilité de l'ambition démesurée, de la fragilité du pouvoir humain face à la nature et de la volonté inébranlable d'un peuple de défendre son foyer. Le paysage, qui fut un jour un cimetière, est maintenant un monument silencieux à la douleur et à la persévérance. Les rares survivants de cet enfer blanc en émergèrent traumatisés et brisés,
leurs âmes aussi gelées que les champs qu'ils avaient traversés. Le son du vent, autrefois une complainte, ressemblait maintenant à un chœur de fantômes, faisant écho aux voix des camarades perdus. L'odeur de décomposition que la neige avait masquée montait de la terre, une odeur poignante de mort à grande échelle. Soldats blessés, beaucoup amputés à cause des gelures, affrontaient une réalité brutale. Le contraste entre l'orgueil initial et la désolation présente était un coup encore plus dur. Le froid n'avait pas seulement volé des parties de leur corps, mais aussi la raison de beaucoup. Les yeux creux, le tremblement constant, les cauchemars vifs qui les entraient pendant des décennies, c'étaient les cicatrices invisibles, plus profondes que n'importe quelle blessure physique. La vue des camarades morts, des atrocités, de la propre inhumanité avait gravé des marques indélébiles dans leurs esprits. Pour les prisonniers de guerre, le calvaire ne faisait que commencer. Des milliers capturés épuisés et affamés furent envoyés dans les goulags soviétiques, des camps de travail forcés où le froid et la faim continuaient d'être les bourreaux. Des années de captivité, de travail épuisant, d'humiliation les attendaient. Beaucoup ne reviendraient jamais, succombant à la maladie, à l'épuisement ou à la brutalité. Le son de la pioche contre la glace, le grincement des chaînes, le silence du désespoir, telle était la nouvelle symphonie de leur vie. Les villes en ruine, les villages brûlés, les fermes détruites, la traînée de désolation était immense. Il faudrait des décennies à la Russie pour se relever, pour que les cicatrices sur la terre guérissent. Le traumatisme psychologique entrait des générations, façonnant la mémoire collective d'un peuple qui avait subi des pertes incalculables. Les femmes qui avaient perdu mari et fils, les enfants qui avaient grandi au milieu de la destruction, tous portaient le fardeau de la guerre. L'odeur de fumée et de décombres persisterait longtemps, un rappel amer de ce que le conflit avait coûté. La leçon était claire, écrite avec le sang de millions de personnes dans la neige russe. L'arrogance militaire et la sous-estimation de l'ennemi, ajoutées aux conditions climatiques extrêmes, avaient coûté la vie à des millions de gens et inversé le cours de la guerre. La mystique de l'invincibilité de la Wehrmacht fut brisée dans la steppe gelée. Le mythe de la Blitzkrieg, de la guerre éclair, fut défait par le général hiver et la résilience soviétique. Le rugissement des chars Panzer avait été étouffé par le hurlement du vent et le silence de la mort. Mais l'héritage de la retraite allemande de Russie n'est pas seulement fait d'horreur et de destruction. Il est aussi fait de résilience et de sacrifice. La capacité humaine à endurer l'insupportable, à lutter contre toute attente, à trouver l'espoir dans le désespoir le plus profond. Les mémoriaux érigés sur les champs de bataille, les livres qui racontent les histoires, les films qui tentent de recréer la terreur et le courage, et les récits oraux transmis de génération en génération, tout cela maintient vivante la mémoire de ceux qui ont péri et de ceux qui ont survécu. Les cicatrices demeurent sur la terre et dans l'âme du peuple, un rappel éternel de ce qui a été perdu et de ce qui a été appris. L'hiver russe, autrefois allié des défenseurs, est devenu un symbole de la futilité de l'ambition démesurée, de la fragilité du pouvoir humain face à la nature et de la volonté inébranlable d'un peuple de défendre son foyer. Le paysage, qui fut un jour un cimetière, est maintenant un monument silencieux à la douleur et à la persévérance. Et ainsi, la retraite allemande de Russie, un événement qui s'est déroulé au milieu du hurlement strident du vent et du silence mortel de la neige, demeure l'un des chapitres les plus sombres et en même temps les plus instructifs de l'histoire de l'humanité. C'est un symbole viscéral de la brutalité de la guerre, du courage indomptable qui jaillit dans l'adversité et de l'extraordinaire résilience de l'esprit humain. Chaque flocon de neige tombé sur ces champs de bataille était une larme gelée, chaque ruine un cri silencieux contre la folie et la futilité du conflit. La glace et le sang sur la neige sont un rappel éternel du sacrifice incommensurable et des leçons amères que nous ne devons jamais, jamais oublier. Que le passé, dans toute sa crudité, nous serve de guide inébranlable pour un avenir plus conscient, plus pacifique. Et ainsi, la retraite allemande de Russie, un événement qui s'est déroulé au milieu du hurlement strident du vent et du silence mortel de la neige, demeure l'un des chapitres les plus sombres et en même temps les plus instructifs de l'histoire de l'humanité. C'est un symbole viscéral de la brutalité de la guerre, du courage indomptable qui jaillit dans l'adversité et de l'extraordinaire résilience de l'esprit humain. Chaque flocon de neige tombé sur ces champs de bataille était une larme gelée, chaque ruine un cri silencieux contre la folie et la futilité du conflit. La glace et le sang sur la neige sont un rappel éternel du sacrifice incommensurable
et des leçons amères que nous ne devons jamais, jamais oublier. Que le passé, dans toute sa crudité, nous serve de guide inébranlable pour un avenir plus conscient, plus pacifique. Mais les leçons ne s'épuisent pas dans le simple souvenir de la tragédie. Ceux qui sont revenus, les survivants de l'enfer blanc, portaient en eux une guerre intérieure que le temps ne guérirait jamais. Les yeux vides, le silence lourd qui suivait toute mention de la Russie, le tremblement incontrôlable lors des nuits froides, c'étaient les fantômes d'une campagne qui avait dévoré l'âme avant même d'ôter la vie. L'odeur de poudre et de sang, le goût métallique de la peur, le son des cris des camarades perdus, tout cela résonnait dans leur esprit, une symphonie macabre qui les accompagnerait jusqu'à la tombe. Ils avaient regardé l'abîme, et l'abîme avait regardé en retour. La propagande, autrefois si puissante à Berlin, commença à s'effondrer face à la vérité brutale venue du front. Les lettres des soldats, remplies de descriptions de froid, de faim et de désespoir, contredisaient les nouvelles officielles de victoire et d'avancée. La foi inébranlable dans le Führer et la machine de guerre allemande commença à s'éroder, flocon après flocon, tout comme la neige fondait pour révéler la terre sombre et pleine de fosses. Le son des cloches annonçant les victoires ressemblait de plus en plus au glas funèbre pour une nation au bord du précipice. La retraite allemande de Russie ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Elle brisa le mythe de l'invincibilité de la Blitzkrieg et démontra que l'armée rouge, autrefois sous-estimée, était une force formidable, capable d'endurer et de contre-attaquer dans les conditions les plus extrêmes. L'élan d'une guerre qui semblait destinée à une victoire rapide à l'Est fut écrasé par la ténacité soviétique et la fureur du général Hivert. La balance de la guerre avait penché irrémédiablement. Pour les femmes et les civils restés à l'arrière, l'attente était une torture silencieuse. Chaque télégramme, chaque visite inattendue pouvait apporter la nouvelle la plus redoutée. Dans les villes allemandes, les familles commencèrent à sentir le poids de la guerre d'une manière qui semblait auparavant lointaine. La pénurie de nourriture, l'absence des hommes, la peur constante des attaques aériennes, tout cela s'intensifia à mesure que les nouvelles du désastre à l'Est s'infiltraient. L'odeur du pain frais était remplacée par l'odeur de fumée et de destruction, et le son des sirènes devenait une bande-son constante d'appréhension. Mais au-delà de la douleur et de la destruction, l'histoire de la retraite allemande de Russie est aussi un témoignage de la capacité humaine à persévérer, de la résilience des soldats soviétiques qui défendirent leur terre avec une férocité inégalée, au courage des civils qui résistèrent au milieu du siège et de l'annihilation. C'est l'histoire de la façon dont la volonté de survivre peut fleurir même dans le plus aride des hivers, de la façon dont l'espoir, aussi fragile soit-il, peut être le dernier refuge contre l'obscurité absolue. Les cicatrices de cette campagne marquent encore le paysage et la mémoire collective d'une génération. Les champs de bataille, autrefois couverts de corps et de débris, sont maintenant des lieux de silence et de réflexion. Mais l'écho des pas dans la neige, la complainte du vent glacial, le rugissement de l'artillerie et les cris de ceux qui sont tombés, tout cela résonne à travers le temps. Un rappel perpétuel que l'histoire, aussi distante qu'elle puisse paraître, n'est jamais vraiment morte. Elle vit dans les mémoires, les livres, les films, et dans les leçons que nous continuons à tirer de ce sombre chapitre. L'hiver 1941-1942, avec son manteau blanc et mortel, a gravé une vérité indélébile dans l'âme de l'humanité. La guerre, dans son essence la plus cruelle, est un enfer de glace et de feu où l'ambition se heurte à la réalité brutale, ne laissant derrière elle que la désolation et le souvenir poignant de ce qui n'aurait jamais dû arriver. L'hiver 1941-1942, avec son manteau blanc et mortel, a gravé une vérité indélébile dans l'âme de l'humanité. La guerre, dans son essence la plus cruelle, est un enfer de glace et de feu, où l'ambition se heurte à la réalité brutale, ne laissant derrière elle que la désolation et le souvenir poignant de ce qui n'aurait jamais dû arriver. Et c'est ce souvenir froid et tranchant comme le vent de la steppe qui nous pousse à regarder en arrière, non pas avec morbidité, mais avec le sérieux que le passé exige pour que les leçons soient apprises. La retraite allemande de Russie n'est pas seulement une page poussiéreuse d'un livre d'histoire, c'est un écho vibrant, un avertissement permanent. C'est la preuve que l'hybris, l'arrogance démesurée du pouvoir, trouve invariablement sa limite dans la résistance inébranlable de l'esprit humain et la force indomptable de la nature. Le sang versé sur la neige, les cris réduits au silence par le froid, les larmes gelées des mères et des épouses,
Tout cela compose une symphonie tragique qui résonne à travers les décennies, nous rappelant le coût insupportable de la guerre et la futilité de certaines ambitions. Que chaque pas fait sur la terre russe, autrefois scène de tant de souffrances, soit un pas vers la compréhension et la paix. Que chaque histoire racontée, chaque mémorial visité, renforce la promesse que de telles horreurs ne se répéteront jamais plus. C'est un hommage aux millions de personnes qui sont tombées, mais aussi un héritage pour les générations futures. La paix n'est pas un acquis, mais une conquête quotidienne, forgée dans la mémoire du sacrifice et la vigilance constante contre les ombres de l'intolérance et de l'ambition démesurée qui rôdent encore. Ainsi, l'histoire de la retraite allemande de Russie s'élève, non pas comme une simple chronique de défaite, mais comme un phare d'avertissement, un testament de la résilience humaine et une leçon immortelle sur les limites de l'ambition. C'est un rappel que, même dans les profondeurs de l'enfer, l'espoir peut persister et que la mémoire de ceux qui ont souffert et lutté est la graine d'un avenir meilleur où la glace et le sang ne domineront plus le paysage. Que le passé nous serve de guide inébranlable pour un avenir plus conscient, plus pacifique. Si vous vous êtes senti touché par ce voyage à travers le temps, si les leçons du passé résonnent en vous, alors rejoignez notre communauté d'historiens. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ces histoires épiques et percutantes. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de plongées profondes dans les événements qui ont façonné le monde. Et maintenant, nous voulons vous écouter. Quelle bataille, quelle crise humaine, quel événement épique voulez-vous voir explorer ensuite? Laissez votre commentaire ci-dessous et rejoignez notre voyage à travers le passé. Votre voix est importante. À la prochaine histoire.